Les réactions chimiques qui ont lieu autour de nous peuvent être catégorisées de différentes façons. Vous avez déjà, plus tôt, cette session, fait un titrage où le type de réaction impliquée était acido-basique. Plus récemment, lors du cycle du cuivre, vous avez, lors d'une réaction chimique, fait apparaître un précipité. Ceci pouvait donc être catégorisé comme étant une réaction de précipitation. Certaines des réactions de ce cycle, en 5 étapes, étaient aussi des réactions d'oxydoréduction. Ce genre de réaction chimique est très présent autour de nous et est aussi très diversifié. Que ce soit la combustion, on peut penser ici à la respiration, à de l'essence qui est en train de brûler à l'intérieur d'un véhicule automobile, à du bois qui est en train de brûler dans une cheminée afin de donner de l'énergie sous forme de chaleur. Toutes ces réactions sont des réactions de combustion, au même titre que du fer qui est en train de rouiller, ou celui-ci est en train de se corroder. Ou encore, lorsqu'à l'intérieur d'une batterie, on peut aller chercher là, un certain courant électrique lors, évidemment, de transfert d'électrons. C'est justement ce fameux transfert d'électrons entre différents atomes lors d'une réaction chimique qui est le propre d'une réaction d'oxydoréduction. Si on commence par regarder ce mot d'un point de vue étymologique, il contient évidemment deux autres mots, à savoir à gauche, l'oxydation. Pour un atome, un phénomène d'oxydation correspondra à une perte d'électrons par celui-ci. En termes de valeur numérique, qu'on expliquera un peu plus loin, on verra à ce moment-là que le nombre d'oxydation de l'atome qui a perdu son électron a été augmenté lors du changement qu'il a subi durant la réaction chimique. D'autre part, on retrouve à droite le mot, bien évident, réduction, qui implique que si un atome, d'une part, a été oxydé, donc a perdu des électrons, un autre atome a dû capter ces électrons-là. C'est le propre d'une réduction, où l'atome a donc gagné les électrons que son voisin a perdus. Lors de ce processus, le nombre d'oxydation d'un atome suite à une réaction chimique qui a été réduit aura été diminué lors du processus. Avant de rentrer dans le détail des règles qui permettent d'attribuer des nombres d'oxydation à certains atomes, regardons ici quelques exemples de réactions qui sont des réactions d'oxydoréduction. Lors du cours, la première réaction que nous avons regardée, qui impliquait un lien de type ionique, était en fait une oxydoréduction. Où à gauche, notre sodium, ici à l'état élémentaire, représente plusieurs atomes de sodium, voisins les uns des autres, qui n'ont pas encore perdu le fameux électron qu'ils ont en trop sur leur troisième couche électronique. Ce sont donc des atomes qui sont neutres pour l'instant. On peut donc venir leur attribuer un nombre d'oxydation de 0, c'est-à-dire qu'ils ont autant d'électrons présentement que lorsqu'ils sont à l'état naturel, c'est-à-dire 11 protons pour un sodium, et toujours ici 11 électrons. De son côté, le chlore, le deuxième réactif qui est impliqué ici, est, on s'en souvient, un halogène. Celui-ci, à l'aide de ses 7 électrons, s'est jumelé à un autre atome de chlore pour que chacun puisse respecter la règle de l'octet, possède 8 électrons sur leur dernière couche électronique, et les deux atomes étant identiques, la paire d'électrons qui est partagée entre ces deux atomes l'est tout à fait de façon juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un atome qui tire plus fort sur les électrons que l'autre, et à ce moment-là, on considère également que ces atomes ont des nombres d'oxydation de 0. Nous savons tous maintenant que du côté des produits, le chlorure de sodium, ce sel qui nous entoure et que l'on retrouve dans notre cuisine, a vu le sodium se départir d'un électron au profit du chlore qui lui l'a capté. Nous savons tous que dans le composé ionique qui est le chlorure de sodium, le sodium est à plus 1 et le chlore est maintenant un ion chlorure et rendu à moins 1. Nous voyons donc ici par la flèche qui est déjà illustrée que notre sodium, en passant de 0 à plus 1, a vu son nombre d'oxydation être augmenté. Il est à la hausse. C'est donc un atome qui a été oxydé, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a perdu un électron. De son côté,
Le chlore était à 0 lorsqu'il était initialement du côté des réactifs, et à la fin de cette réaction, il est rendu à moins 1. Si on se plaçait sur une échelle, la valeur de 0 est au-dessus du moins 1. C'est donc dire ici que la valeur numérique du nombre d'oxydation du chlore a été abaissée et cet atome a été réduit. Regardons maintenant un deuxième exemple d'une réaction que vous avez réalisée au laboratoire. C'était la toute première du cycle du cuivre, où votre cuivre à l'état solide s'était fait dissoudre par de l'acide nitrique pour générer du nitrate de cuivre 2, du dioxyde d'azote qu'on ne voulait pas respirer, et également de l'eau à l'état liquide apparaissait lors de cette réaction. Au niveau de cette réaction, le cuivre, comme le sodium de tout à l'heure, était à l'état élémentaire, c'est-à-dire qu'il était à 0 en termes de nombre d'oxydation. Et du côté des produits, notre cuivre, puisqu'on le retrouve maintenant avec des ions nitrates qui ont des valeurs de moins 1, comme il y en a 2, ceci veut dire que notre cuivre est rendu maintenant à plus 2 de l'autre côté. Donc de 0 à plus 2, ce cuivre aura été, dans le processus, oxydé. Lors de cette réaction, sans qu'on prenne le temps pour l'instant de l'expliquer, ça s'y viendra plus loin, c'est l'atome d'azote qui était à plus 5 en termes de nombre d'oxydation et qui, suite à la réaction, se retrouve à plus 4 de l'autre côté, a donc été réduit. Donc, comme dans le premier exemple, nécessairement, lorsqu'un atome est oxydé, un autre doit être réduit. Les électrons qu'on laisse aller d'une part doivent absolument être captés par un autre atome. Présentons maintenant un dernier exemple d'oxydoréduction à l'aide d'une réaction chimique qui a des coûts importants sur notre société et qui est la corrosion du fer. Donc du fer ici qu'on retrouve tout seul, suite à la présence d'humidité et aussi d'oxygène, devient de l'hydroxyde de fer 3 et aussi de l'oxyde de fer 3. Dans cette réaction, comme précédemment, le fer qu'on retrouve à gauche est tout seul, et donc à 0, il est neutre. Et le même atome, le fer, maintenant du côté des produits, que ce soit ici ou ici, lorsqu'on vient calculer son nombre d'oxydation, le fer est rendu à plus 3. L'atome qui a été réduit de ce cas-ci, c'est notre oxygène qui, à l'état élémentaire, était à 0. Et autant dans un ion hydroxyde que dans l'oxyde qui est ici, notre oxygène est rendu à moins 2. Nous avons donc le fer qui a été oxydé, et c'est exactement le terme qu'on emploie fréquemment dans la vie quotidienne lorsqu'on parle de cet atome-là qui est devenu de la rouille, qu'on retrouve donc maintenant à droite. Et si l'atome a vu sa valeur augmenter au niveau du fer, eh bien l'oxygène, lui, est passé de 0 à moins 2, a donc été abaissé, sa valeur est plus petite, elle a été réduite. Ces échanges d'électrons entre certains atomes sera utile un peu plus loin, afin notamment d'équilibrer des équations chimiques. La première étape de cette méthode d'équilibrage sera de venir déterminer les degrés d'oxydation des atomes au sein d'un composé. Les degrés d'oxydation qu'on peut également appeler les nombres d'oxydation, qui étaient les valeurs numériques que nous avons vues il y a quelques instants dans les exemples précédents. Ces nombres d'oxydation, qu'ils soient positifs ou négatifs, au sein des composés, est déterminé par les valeurs d'électronégativité de nos atomes, concept que vous devriez avoir vu au secondaire. Lorsqu'on parle de l'électronégativité, on fait référence à une valeur numérique qui sera plus élevée lorsqu'un composé a tendance à tirer vers lui des électrons, et une valeur qui sera plus petite lorsque cet atome tire peu vers lui les électrons. Les gaz nobles, qui sont la 8e famille de notre tableau périodique, peuvent donc être négligés par rapport à des valeurs d'électronégativité puisque ces atomes sont, la plupart du temps autour de nous, simplement à l'état atomique. Nous pouvons donc les retirer du tableau en question. Comment évaluer l'électronégativité d'un atome? Eh bien, il existe une tendance générale qui démontre que l'électronégativité est croissante au sein d'une famille du bas vers le haut, et il en va de même dans une rangée, donc dans une période,
ou un atome qui est plus à droite aura une plus grande électronégativité que l'atome qui serait situé à gauche sur une même rangée. Ceci étant dit, nous pouvons donc déduire que l'atome de fluor que nous retrouvons ici en haut à droite sera donc l'atome le plus électronégatif du tableau périodique, que l'oxygène devrait avoir une valeur relativement importante. Il en ira de même pour l'azote, l'atome de chlore qu'on retrouve ici, qui seront les 4 atomes les plus électronégatifs de notre tableau périodique. C'est-à-dire que ces atomes auront le plus tendance à tirer vers eux des électrons et à avoir un caractère négatif. À l'inverse, des atomes qui seraient plutôt situés à gauche, où nous retrouvons nos fameux métaux, qui on s'en souvient dans les composés ioniques, les métaux se départissent d'électrons pour devenir des cations. Eh bien, pour les nombres d'oxydation, ce sera la même logique. Ceux-ci auront tendance beaucoup à avoir des valeurs positives au sein de nos composés. Les règles d'attribution des degrés d'oxydation, qu'on peut appeler également nombre d'oxydation, d'où l'abréviation NO, seront donc basées sur le principe qu'on vient de mentionner il y a quelques instants dans le tableau périodique. La première règle d'attribution pour les nombres d'oxydation, elle est très simple, nous l'avons vu dans les exemples précédents. Lorsque nous sommes en présence d'un élément, donc d'un seul type d'atome au sein d'une molécule, le nombre d'oxydation de l'atome est 0. Ainsi, lors de la réaction de la formation du chlorure de sodium, le sodium ici, qu'on pouvait qualifier d'élémentaire, était neutre à 0, et il en était de même pour l'élément chlore, qui n'a que des atomes de chlore dans sa molécule, qui était aussi de 0. Dans l'oxydation du fer, tant l'oxygène que le fer étaient à 0, puisqu'ils étaient ici aussi à l'état élémentaire. La deuxième règle pour déterminer des nombres d'oxydation est que si nous sommes en présence d'un composé ionique, le nombre d'oxydation d'un ion monoatomique sera égal à sa charge. Ainsi, toujours dans la formation du chlorure de sodium, le sodium qui s'est réellement départi d'un électron et qui est à plus 1, le chlore qui a vraiment gagné cet électron-là qui est à moins 1, ont vraiment des charges, ce sont des cations et des anions, et les valeurs numériques que nous avions déterminées peuvent également être considérées comme étant des nombres d'oxydation. Dans le cas du bromure de calcium, constitué de 2 ions monoatomiques, soit le calcium et l'ion bromure, la position de ces atomes dans notre tableau périodique sont dans la famille 7 pour le brome, dans la famille 2 pour le calcium, donc un alcalino-terreux, qui se départit de son côté évidemment de 2 électrons, sera donc à plus 2 en termes de charge, alors que le brome étant un halogène, s'il y a des électrons qui traînent autour de lui, il voudra ramasser un seul et sera un ion bromure à moins 1. Eh bien, les charges que nous retrouvons ici, de façon individuelle pour chaque atome, représentent leur nombre d'oxydation. Ceci permet, comme nous l'avons vu dans la nomenclature précédemment, d'avoir au total un ion à plus 2, qui a perdu 2 électrons, et au total, à droite, une valeur de moins 2 qui symbolise les 2 électrons captés par chacun des atomes de brome, qui est devenu des ions bromure, et c'est ceci qui est important, ont des nombres d'oxydation de moins 1. Lorsqu'on fait référence au nombre d'oxydation, c'est toujours par rapport à un seul atome dans notre composé. Une troisième règle qui sera très utile au sein des composés covalents, c'est que l'oxygène dans ce genre de molécule a un nombre d'oxydation de moins 2. Nous l'avons vu tout à l'heure, l'atome d'oxygène se situe ici, en haut à droite, dans le tableau périodique. C'est donc après le fluor, le deuxième atome le plus électronégatif. Ce qui implique que, même lors d'un partage d'électrons avec un voisin, cet atome a tendance à tirer vers lui un peu plus fort les électrons que le voisin, ce qui lui attribue une valeur négative au niveau de son nombre d'oxydation. L'atome d'oxygène ayant déjà à la base 6 électrons, il a besoin de 2 électrons supplémentaires pour arriver au fameux 8 qui est recherché lors d'un partage avec un voisin. Or, ces 2 électrons-là supplémentaires qu'il va aller chercher via le partage deviennent un peu plus proches de lui,
ce qui représente, versus sa situation initiale, 2 électrons, 2 particules négatives de plus, d'où le moins 2 qu'on vient lui attribuer ici. Ce nombre d'oxydation étant connu pour l'atome d'oxygène, nous permettra maintenant de déterminer le nombre d'oxydations de d'autres atomes, de ceux qui font des partages avec lui. Ainsi, dans le dioxyde de carbone, le CO2, le fait de savoir que l'atome d'oxygène individuel est à moins 2, puisque nous retrouvons dans le composé 2 atomes ici, vient nous donner au total une valeur de moins 4 à droite du côté des nombres d'oxydation, implique que de l'autre côté, puisque le CO2 est neutre, on doit retrouver un carbone qui, lui, sera à plus 4. Donc, n'ayant ici qu'un seul atome de carbone, son nombre d'oxydation à ce carbone, dans ce cas-ci, dans ce composé-là, sera de plus 4. Si nous regardons maintenant le trioxyde de soufre, le composé SO3, encore une fois, le fait de savoir ici que l'oxygène individuel est à moins 2 nous donne moins 6 à droite en termes de nombre d'oxydation totale, ce qui doit être balancé à gauche par le soufre, qui, étant tout seul, aura, lui, un nombre d'oxydation de plus 6. Remarquez ici, et c'est très important, que les valeurs numériques que nous inscrivons présentement n'ont pas le même sens que ce qu'on avait précédemment pour les composés ioniques. Ce n'est pas vrai que dans le SO3, le soufre s'est vraiment départi de 6 électrons qui ont été transférés entièrement aux atomes d'oxygène. C'est un déplacement partiel qui a eu lieu. Et le soufre a vu 6 électrons s'éloigner un peu de son noyau, alors que les oxygènes, individuellement, en ont vu 2 se rapprocher un peu plus lors du partage. On ne parle donc pas ici de cations et d'anions. Donc, dans les composés ioniques, il est vrai que la charge d'un atome est synonyme de nombre d'oxydation, mais il est faux de prétendre qu'un nombre d'oxydation, comme c'est le cas ici, symbolise nécessairement la charge d'un atome. Ce sont 2 concepts distincts. Pour un peu mieux comprendre ce concept de nombre d'oxydation, si on reprend la molécule de CO2 et qu'on vient donc respecter la règle de l'octet pour chacun des atomes, on retrouve ici à gauche notre oxygène qui a ses 8 électrons. Même chose pour l'oxygène qu'on retrouve ici à droite. Et en plein centre, via des partages, le carbone a autour de lui également 8 électrons. Les électrons qu'on retrouve de part et d'autre du carbone, s'ils étaient partagés équitablement, seraient toujours, comme c'est le cas ici présentement, situés au centre, au milieu, entre nos 2 atomes. Le fait que l'oxygène soit plus électronégatif que le carbone amène ces électrons-là, comme on le voit ici maintenant, se déplacer un peu plus vers les oxygènes. C'est ce léger déplacement-là qu'on exprime par des nombres d'oxydation, où le carbone a vu donc 4 de ses électrons s'éloigner de lui, pendant que chacun des oxygènes a vu 2 nouveaux électrons qui étaient partagés s'approcher un peu plus de son noyau. Dans le cas de l'oxygène, un cas notable d'exception peut être mentionné, et c'est celui de notre ion peroxyde. Le cas que nous avions vu dans la nomenclature, où 2 atomes d'oxygène, cette fois-ci, collectivement valent moins 2, ce qui revient à chaque atome d'oxygène qui vaut moins 1. Donc, que se passe-t-il dans le cas d'un peroxyde, comme le peroxyde d'hydrogène que vous pouvez retrouver dans votre pharmacie à la maison? Eh bien, si nous considérons dans un premier temps que l'oxygène au sein de H2O2 a moins 2 comme nombre d'oxydation, ceci avec 2 atomes symboliserait un nombre d'oxydation total de moins 4 à droite, qui impliquerait donc 4 électrons qui se sont approchés de notre oxygène, versus donc un 4 électrons qui, collectivement à gauche, aurait dû s'éloigner de nos hydrogènes, ce qui mènerait nos atomes d'hydrogène individuellement à être chacun à plus 2. Une situation ici un peu loufoque, puisqu'un hydrogène ne possède qu'un seul électron. Il ne peut donc pas voir 2 électrons s'éloigner de lui. Ceci étant dit, si on regarde notre H2O2 d'une autre façon, en se disant que l'hydrogène, lorsqu'il est avec l'oxygène, verra ses électrons s'éloigner de lui,
Nécessairement, un hydrogène ne pourra pas voir plus qu'un électron s'éloigner de lui, ayant un nombre d'oxydation de plus 1, ce qui sera l'objet d'une règle qu'on verra dans quelques instants. Avec 2 atomes d'oxygène, ceci représente donc un nombre d'oxydation total de plus 2, qui de l'autre côté, notre composé étant toujours neutre, devra être moins 2 au total, et nous voici dans la situation où 2 oxygènes collectivement sont à moins 2, ce qui symbolise ici un nombre d'oxydation de moins 1 pour ce composé-là, au niveau de l'atome d'oxygène. Pourquoi l'atome d'oxygène a-t-il ici un nombre de moins 1? Eh bien, si on regarde la structure de la molécule de H2O2, nous retrouvons ici nos oxygènes qui avaient 6 électrons, qui grâce au partage avec l'hydrogène sont allés se chercher un 7e électron, et le 8e électron provient du partage de l'oxygène avec un autre atome d'oxygène. Or, les électrons partagés ici entre les 2 atomes d'oxygène qui sont tout à fait identiques ne seront pas déplacés plus à gauche ou à droite par rapport à nos atomes, ils vont demeurer en plein centre. Ainsi, chaque oxygène, lors du partage d'électrons qu'il fait ici au sein de son composé, verra uniquement les atomes d'hydrogène leur amener un électron qui, par électronégativité, viendront plus proches de tes atomes d'oxygène. Ainsi, il y a un seul électron dans ceux qui ont été partagés qui se sont approchés des oxygènes, tant à gauche que ce qu'on a pu voir ici à droite, menant ces atomes-là à être individuellement à moins 1. La 4e règle pour déterminer les nombres d'oxydation est que notre atome d'hydrogène, lorsqu'il est avec un non-métal, aura un nombre d'oxydation de plus 1. C'est exactement la situation que nous avons vue il y a quelques instants dans le peroxyde d'hydrogène, mais que l'on retrouve de façon assez commune aussi dans de l'acide chlorhydrique ou encore dans de l'eau. Nous savons tous que dans le HCl, eh bien, l'hydrogène est à plus 1. Le chlore, de son côté, est à moins 1. Donc, le chlore étant un non-métal, tire plus fort sur les électrons que l'hydrogène, car le chlore est plus électronégatif que ce dernier, rendant ici l'hydrogène à plus 1. Il en va de même au niveau de la molécule d'eau, où dans notre composé covalent, l'oxygène qui vient partager des électrons avec l'hydrogène tire plus fort sur ceux-ci, et nos oxygènes ayant approché de eux 2 électrons, ont vu les hydrogènes voir leurs électrons s'éloigner pour que chaque hydrogène individuellement arrive donc à un nombre d'oxydation de plus 1. Donc, nos oxygènes sont généralement à moins 2, sauf le peroxyde, et le H, l'hydrogène avec un non-métal, on peut toujours venir lui attribuer une valeur de plus 1. L'hydrogène, si toutefois il se retrouve avec un métal, se retrouve cette fois-ci à être l'atome qui est le plus électronégatif. C'est lui qui va tirer plus fort sur les électrons. Et il aura donc un nombre d'oxydation de moins 1 dans une telle situation. Le composé le plus fréquent que l'on rencontre d'un métal avec l'hydrogène est, comme on le voit ici, de l'hydrure de sodium. Au sein de ce composé-là, notre sodium étant un alcalin est à plus 1, c'est bien évident. Eh bien, l'électron qu'il a laissé aller a été capté par l'atome d'hydrogène, qui doit donc avoir un nombre d'oxydation de moins 1 dans une telle situation. Outre l'atome d'hydrogène et celui d'oxygène, un autre atome possède un nombre d'oxydation facilement identifiable, et c'est le fluor. Remarquons ici qu'on ne parle pas des autres halogènes, mais bien du fluor, qui aura toujours un nombre d'oxydation de moins 1, puisque dans le tableau périodique, on l'a mentionné tout à l'heure, le fluor, c'est le champion d'électronégativité. Cet atome, peu importe avec qui il sera associé, sera toujours celui qui tirera le plus fort sur les électrons, et il est à la recherche d'un seul électron pour respecter la règle de l'octet. Il sera donc toujours à moins 1. Ainsi, dans du HF, nous retrouvons l'hydrogène avec un non-métal, qui est nécessairement à plus 1, ce qui laisse pour notre fluor la valeur de moins 1 qu'on vient de mentionner il y a quelques instants, dans du fluorure de sodium, comme dans tout composé ionique, où on a donc un métal à gauche et un halogène qui est à droite. Le sodium viendra se départir ici, comme d'habitude, d'un électron,
et le fluor captera cet électron-là pour être à -1. Maintenant, là où il faut faire plus attention, c'est dans le cas d'un composé covalent, où encore une fois, le fluor captera un seul électron. Et dans ce cas-ci, on vient faire réagir notre fluor avec l'atome de chlore qui est en dessous. Or, le fluor étant au-dessus est plus électronégatif que le chlore, et ces deux atomes, qui sont des non-métaux, vont partager des électrons. Le fluor tirera plus fort sur l'électron partagé, deviendra donc à -1, ce qui laissera pour notre atome de chlore ici un nombre d'oxydation de +1, ce qui n'est pas très commun pour un halogène, mais est possible donc dans le cas d'un composé covalent. Si on vient donc ici un peu imager la situation, nous retrouvons ici nos deux halogènes qui, suite à leur partage d'électrons, ont 8 électrons autour de chacun. Le fluor tire plus fort que le chlore, donc ces électrons deviennent plus proches. L'électron, donc, qui appartenait au chlore, s'est éloigné de celui-ci, d'où le +1, et le fluor a vu un nouvel électron être plus proche de lui, ce qui lui donne un nombre d'oxydation de -1. La dernière règle pour attribuer des nombres d'oxydation à des atomes au sein d'une molécule est sensiblement la même que ce que nous avions vu en nomenclature pour les composés ioniques afin de trouver la charge des différents atomes. C'est-à-dire que la somme des charges positives et négatives doit être égale à 0 dans le cas d'une molécule, puisque celle-ci est neutre. Toutefois, dans le cas d'un ion, il faudra que les nombres d'oxydation de nos atomes soient égaux à la charge de l'ion. Regardons quelques exemples. Prenons premièrement la molécule d'ammoniac. Afin de déterminer ici le nombre d'oxydation de l'azote, nous devons utiliser la règle où on mentionne que l'hydrogène avec un non-métal a pour un atome un nombre d'oxydation de +1, ce qui nous donne un total de +3 du côté de l'hydrogène, laissant -3 cette fois-ci pour l'atome d'azote comme nombre d'oxydation puisque le composé est neutre dans son ensemble. Dans le cas de la molécule de méthane, CH4, nous retrouvons à nouveau un composé qui est neutre, avec l'hydrogène qui, avec le carbone qui est un non-métal, aura pour l'hydrogène un nombre d'oxydation de +1 encore une fois. Ceci nous donne un total +4, et nous nous retrouvons à gauche avec un atome de carbone qui a un nombre d'oxydation de -4. Donc, dans ces deux cas, la molécule est neutre. Nous n'avons pas ici en haut à droite, tant dans l'ammoniac que le méthane, de charges positives ou négatives qui y figurent. Ainsi, au total, nos nombres d'oxydation viennent s'annuler. Dans le cas maintenant de, par exemple, un ion sulfate, le fait que nous ayons ici -2 comme charge nécessitera, au niveau de la somme de nos nombres d'oxydation, que le total devrait être égal à -2. Dans le SO4 connu, nous avons l'atome d'oxygène qui individuellement est à -2. Avec 4 atomes d'oxygène, ceci nous donne -8 en termes de nombre d'oxydation totale pour la portion de droite. Cette fois-ci, étant donné qu'on ne veut pas arriver à 0, ce n'est pas 8 qu'on va venir écrire avec le soufre, mais bien une valeur de 6, puisque mathématiquement, 6 moins 8 nous donne -2, qui est la charge de notre ion. Donc, dans l'ion sulfate, l'atome de soufre est à +6. Deuxième exemple d'ion que nous avons vu précédemment dans la nomenclature, l'ion nitrate, qui cette fois-ci, lui, est à -1. Donc, pour trouver cette fois-ci le nombre d'oxydation de l'azote, encore une fois, nous utiliserons l'oxygène, qui est individuellement à -2. Voit le nombre d'oxydation totale être triplé étant donné les 3 oxygènes présents. Et il faut qu'avec le -6 que nous ayons ici, nous inscrivions une valeur de nombre d'oxydation pour l'azote qui nous mènera à un total de -1. Il faut donc ainsi que l'azote, dans ce cas, soit à +5 comme nombre d'oxydation. Profitons du présent exemple pour constater que des nombres d'oxydation pour certains atomes peuvent être très variables. Nous avons ici l'azote à +5 dans l'ion nitrate, alors que dans l'ammoniac, il était de -3. Il y a donc entre ces deux valeurs 8 de différence, ce qui démontre qu'un changement d'oxydation peut parfois entraîner
beaucoup de variations entre les valeurs de ton atome au début et à la fin dans une réaction chimique. Dernier exemple, C2H4O2. Donc, un composé qui est neutre, pas de charge ici. Nous avons cette fois-ci à déterminer les nombres d'oxydation des 3 atomes présents. Sur les 3, il y en a 2 que nous connaissons déjà. Il y a premièrement l'hydrogène, qui avec le carbone et l'oxygène, qui sont des non-métaux, devra prendre une valeur individuelle de plus 1, ce qui nous donne ici plus 4 au total. Nous avons ensuite également connu l'atome d'oxygène, ici, qui est à moins 2. Avec 2 atomes, nous donne donc un moins 4. Ces 2 nombres d'oxydation totale s'annulent déjà pour un composé qui est neutre. Ceci veut donc dire que votre carbone, dans une telle situation, serait à 0 en termes de nombre d'oxydation pour les carbones présents. Voici maintenant un petit exercice où vous pourrez vous pratiquer à déterminer les nombres d'oxydation de certains atomes dans des molécules d'hexafluorure de soufre, de permanganate de potassium et de l'acide carbonique. Donc, je vous suggère de mettre la vidéo en pause ici, de trouver ces nombres d'oxydation et de repartir celui-ci pour avoir la solution. Donc, dans le cas de l'hexafluorure de soufre, connu, le fluor individuellement est à moins 1. Avec 6 atomes, cela nous donne moins 6 au total. De l'autre côté, le soufre doit donc être à plus 6, qui avec un seul atome aura ce nombre d'oxydation. Pour le permanganate de potassium, le potassium étant un alcalin est à plus 1, donc un plus 1 ici au total puisqu'un seul potassium. L'oxygène individuellement à moins 2, en présence de 4 atomes, nous donne ici moins 8. Le composé étant neutre, il faut que la somme de tous les nombres d'oxydation qu'on indique ici vienne s'égaliser, d'où le manganèse sera plus 7, avec un seul atome, son nombre d'oxydation sera donc plus 7. Finalement, dans le cas ici de l'acide carbonique, encore là, 3 atomes sont à identifier en termes de nombre d'oxydation. L'hydrogène et l'oxygène sont déjà connus. L'hydrogène avec des non-métaux est à plus 1 pour un total de plus 2 avec les 2 atomes présents. L'oxygène à moins 2 individuellement nous donne moins 6 cette fois-ci. Le composé étant neutre, il faut que le carbone permette à l'ensemble de nos nombres d'oxydation ici en bas de s'égaliser. On a donc besoin de plus 4. Plus 4 plus 2 fait plus 6, qui avec moins 6 nous donne 0. Voici finalement 2 autres composés, un peu plus complexes que les précédents, où vous devez également venir identifier les nombres d'oxydation des 3 atomes présents dans chacune des molécules qu'on retrouve ici. Donc encore là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et la solution apparaîtra par la suite dans quelques secondes. Pour le phosphate de nickel 2, nous pouvons débuter la détermination des nombres d'oxydation en se concentrant sur le nombre que prendra notre nickel. Ainsi, nous pouvons venir découper le composé ionique en son métal, le cation, et l'anion qui est ici, l'ion phosphate, dont la charge est connue. Un phosphate vaut moins 3. En présence de 2 ions phosphate, on retrouve ici un total de moins 6, donc 6 électrons qui ont été captés par ce groupe-là. 6 électrons ont donc dû être libérés par 3 atomes de nickel, ce qui nécessite donc que chaque atome de nickel ici soit à plus 2, ce qui sera la charge de ce métal, qui est aussi, puisqu'on a un composé ionique, son nombre d'oxydation. Maintenant, pour déterminer le nombre d'oxydation du phosphore et de l'oxygène au sein de l'ion phosphate, eh bien, on va venir découper en deux cet ion-là, dont, on l'a dit tout à l'heure, la charge est connue à moins 3. Connu à l'intérieur du phosphate, nous retrouvons notre oxygène, qui est à moins 2, qui avec 4 atomes nous donne un total de moins 8. Et pour arriver maintenant à un total de moins 3, qui est la charge de l'ion, il faudra ici, sur notre ligne au total, que le phosphore, dans cette situation, ait un nombre d'oxydation de plus 5. Ainsi,
Dans le phosphate de nickel, l'atome de nickel est à plus 2, tel que déterminé initialement. Et par la suite, en utilisant la charge de l'ion polyatomique qui est le phosphate, nous avons déterminé le nombre d'oxydation du phosphore qui est à plus 5 et chacun des oxygènes qui est à moins 2. Dans le cas maintenant du sulfate de titane, nous pourrons employer la même stratégie. Donc, commencer par déterminer le nombre d'oxydation du titane, qui est un métal de transition, tout comme le nickel, en utilisant le fait qu'un sulfate est connu comme étant individuellement à moins 2. En présence de 2 atomes, ceci nous donne à droite un total de moins 4. Donc 4 électrons qui ont été captés. 4 électrons qui ont donc quitté notre métal, le titane, qui étant un seul atome ici, sera donc à plus 4 comme charge, mais aussi comme nombre d'oxydation. En ce qui concerne maintenant le soufre et l'oxygène, nous l'avons vu précédemment, nous utiliserons la charge du sulfate, qui est à moins 2, pour déterminer quel sera le nombre d'oxydation du soufre, puisqu'encore une fois, l'oxygène à moins 2 individuellement est connu, nous donne moins 8. Avec ce moins 8, afin d'arriver à moins 2, il faudra ici que notre soufre soit à plus 6. Donc 6 moins 8 nous donne le moins 2. Ainsi, dans le sulfate de titane, nous retrouverons un titane à plus 4 comme nombre d'oxydation, le soufre est à plus 6 et l'oxygène est à moins 2. La détermination des nombres d'oxydation individuels pour les différents atomes est une étape excessivement importante afin de pouvoir équilibrer par la méthode d'oxydoréduction, qu'on appelle aussi la méthode électronique, que nous verrons bientôt.